Et si un simple bijou pouvait réécrire l'histoire? Nous entendons souvent dire que les riches vivent dans un monde différent. Mais que se passe-t-il lorsque ce monde entre en collision avec le nôtre à cause d'un simple objet oublié? L'histoire d'aujourd'hui est celle de Catherine Beaumont, une titan de l'industrie, une femme dont le nom est murmuré avec respect dans les salles de conseil du monde entier. Mais un mardi ordinaire, dans l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, son empire de plusieurs milliards d'euros ne signifiait rien. Tout ce qui comptait, c'était un collier en argent terni porté par une jeune serveuse nommée Maya. Un collier qui allait briser une façade de pouvoir soigneusement construite et exposer un secret enfoui depuis plus de 2 décennies. Restez avec nous alors que nous démêlons une histoire de perte, de trahison et de retrouvailles que personne n'avait vu venir. Le doux tintement des couverts sur la porcelaine était le seul son qui osait s'élever au-dessus de la musique d'ambiance feutrée. À l'Aurélia, un restaurant si exclusif que ses réservations étaient complètes 1 an à l'avance. La lumière du soleil filtrait à travers des baies vitrées, projetant de longues ombres élégantes sur des tables drapées de lin blanc amidonné. C'était l'habitat naturel de Catherine Beaumont. À 72 ans, elle possédait une aura d'autorité qui la précédait dans n'importe quelle pièce. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon parfait. Son tailleur Chanel était immaculé, et le diamant de plusieurs carats à son doigt était une étoile de lumière capturée. Pour le monde extérieur, Catherine était une icône. Elle avait repris la respectable entreprise de fabrication de son défunt mari, les Industries Beaumont, et l'avait transformée en une puissance technologique mondiale. Elle était impitoyable en affaires, aussi tranchante qu'un rasoir, et sa philanthropie était aussi calculée que son portefeuille d'actions. Mais derrière ses yeux bleus d'acier et son expression soigneusement composée se trouvait un espace creux, un vide qu'aucune acquisition ou donation ne pourrait jamais combler. Ce vide avait un nom, Isabelle. Et chaque année, à cette date précise, le vide devenait un gouffre béant qui menaçait de l'engloutir tout entière. Elle dînait avec son fils, Robert, un homme approchant la cinquantaine, qui avait hérité de l'ambition de son père mais manquait de la vision de sa mère. Il parlait avec animation d'un nouvel accord sur les semi-conducteurs à Sophia Antipolis, ses paroles un bourdonnement insignifiant à l'oreille de Catherine. Elle hochait la tête aux moments opportuns, un geste pratiqué d'intérêt maternel, mais son esprit était ailleurs. Il était toujours ailleurs à cette date particulière. Il y a 24 ans aujourd'hui, son monde s'était irrévocablement brisé. La douleur n'était plus une plaie ouverte, mais une cicatrice profonde, un tissu fibreux autour de son cœur qui tirait et lui rappelait constamment sa présence. Elle se souvenait de l'odeur du lilas dans le jardin ce jour-là, de la façon dont le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les rideaux du salon, créant des motifs sur le tapis persan. Des détails insignifiants gravés dans sa mémoire avec une précision cruelle, alors que le visage de sa fille commençait à s'estomper, devenant une aquarelle de souvenirs douloureux. Elle se força à se concentrer sur Robert, sur sa suffisance, sur la façon dont il tenait sa fourchette comme une arme, soulignant chaque point de son discours. Il était le fils qui lui restait, le gardien de l'héritage Beaumont, et pourtant, elle ne voyait en lui qu'un reflet déformé de l'homme qu'elle avait épousé et de la femme qu'elle était devenue. Il était son héritier, mais il n'était pas son confident. Le seul confident qu'elle ait jamais eu était parti il y a 24 ans. « Mère, est-ce que vous m'écoutez au moins ?» demanda Robert, une pointe d'irritation dans la voix. Il avait toujours détesté être ignoré, et il était particulièrement sensible à la distraction de sa mère en ce jour anniversaire, un jour qu'il considérait comme une indulgence morbide. « Bien sûr, mon cher, » répondit-elle, sa voix douce comme de la soie. L'accord à Singapour, cela semble prometteur. Elle avait délibérément changé le lieu, un petit test pour voir s'il remarquerait son inattention. Il ne le fit pas, trop absorbé par sa propre importance. Il n'était pas convaincu, mais il laissa tomber. Se disputer avec sa mère revenait à essayer de tailler du granit avec une petite cuillère. C'est alors qu'une nouvelle serveuse s'approcha de leur table pour remplir leur verre d'eau. Elle était jeune, peut-être au début de la vingtaine, avec des yeux fatigués qui contenaient encore une étincelle de chaleur. Son uniforme était impeccable, mais ses chaussures étaient légèrement usées au talon. Elle se déplaçait avec une efficacité silencieuse, sa présence destinée à être ressentie mais pas vue, une ombre fonctionnelle dans ce théâtre de l'opulence. Son badge nominatif indiquait « Maya ». Alors que Maya se penchait pour verser l'eau, le col de son uniforme se déplaça légèrement. Une simple chaîne en argent apparut. Catherine n'y prêta aucune attention au début, son esprit encore embourbé dans les souvenirs du passé. Mais lorsque la jeune fille se redressa, le pendentif de la chaîne se balança un bref instant, captant la lumière. Le souffle de Catherine se coinça dans sa gorge. Le monde autour d'elle sembla ralentir, le bruit ambiant s'estompant en un bourdonnement lointain. La voix de Robert, le tintement des verres, la musique douce, tout disparut. Tout ce qu'elle pouvait voir était le pendentif. Ce n'était pas un diamant. Ce n'était ni un rubis ni une émeraude.
C'était un petit médaillon en argent finement ciselé en forme de cosse de Badiane. C'était unique, non conventionnel et absolument impossible à confondre. Elle le reconnaîtrait n'importe où. Elle l'avait conçu elle-même, l'avait commandé à un petit artisan de Florence pour le 18e anniversaire de sa fille, Isabelle. Un flot de souvenirs, enfermé pendant plus de 2 décennies, déferla sur elle, brisant le barrage de son stoïcisme. Sa fille, Isabelle, riant, ses cheveux sombres volant alors qu'elle ouvrait le coffret cadeau. La façon dont ses yeux s'étaient illuminés en traçant la forme de l'étoile à 8 branches. Puis, l'obscurité. La dispute, la terrible dispute finale, la porte qui claque, le silence qui a suivi, un silence qui s'était étiré sur 24 années angoissantes. D'où tenez-vous ça? Les mots s'échappèrent des lèvres de Catherine comme un murmure étranglé. Maya leva les yeux, surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que la femme puissante de la table cette lui parle directement, encore moins avec une intensité aussi brute. Je suis désolé, madame? Votre collier, dit Catherine, la voix tremblante. Elle pointa un doigt tremblant. La main parfaitement manucurée qui avait signé des contrats d'1 milliard d'euros était maintenant aussi instable qu'une feuille dans le vent. Maya toucha instinctivement le métal froid du médaillon. Oh, c'était à ma mère. Robert, agacé par l'interruption, intervint. Mère, que faites-vous? N'importunez pas le personnel. Mais Catherine ne l'entendit pas. Ses yeux étaient fixés sur ceux de Maya, interrogateur, suppliant. Votre mère? Comment s'appelait-elle? Un air de confusion et une pointe de tristesse traversèrent le visage de Maya. Son nom était Isabelle. Elle est décédée il y a longtemps. Isabelle. Le nom fut un coup physique. L'air quitta les poumons de Catherine. Le barrage soigneusement construit qu'elle avait érigé autour de son cœur pendant 24 ans se rompit finalement. Un sanglot, rauque et guttural, s'échappa de sa gorge. La grande dame de l'industrie, l'inébranlable Catherine Beaumont, se couvrit le visage de ses mains et s'effondra, pleurant de manière incontrôlable au milieu du restaurant le plus exclusif de Paris, juste devant une jeune serveuse déconcertée. La scène sombra dans le chaos. Le directeur du restaurant, un homme corpulent nommé Monsieur Dubois, se précipita, son visage un masque d'inquiétude paniquée. Robert était debout, le visage empourpré par un mélange d'embarras et de colère. « Mère, pour l'amour de Dieu, reprenez-vous » siffla-t-il en essayant de l'aider à se relever. Mais Catherine était inconsolable, ses sanglots faisant écho au chagrin profond et creux qu'elle avait réprimé pendant près d'un quart de siècle. David Chenu, l'assistant personnel de longue date de Catherine, qui attendait discrètement près de l'entrée, se hâta vers la table. C'était un homme calme et posé d'une 50aine d'années, la seule personne qui ait jamais vu les fissures dans l'armure de Catherine. D'un seul regard, il évalua la situation. « Robert, laissez-lui de l'espace, » dit David, sa voix ferme mais basse. Il s'agenouilla à côté de Catherine. « Catherine, allons dans un endroit privé. Nous pourrons y parler. » Il tourna ensuite son regard empathique vers la serveuse terrifiée. « Mademoiselle, veuillez nous accompagner, s'il vous plaît. C'est de la plus haute importance. » Maya, complètement dépassée, ne put qu'acquiescer. C'était au-delà de tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Une minute, elle remplissait des verres d'eau, s'inquiétant de payer son loyer, et la minute suivante, la femme la plus puissante de la pièce faisait une dépression nerveuse à cause de son collier. David et un Robert furieux escortèrent une Catherine toujours en pleurs vers un salon privé à l'arrière du restaurant. Maya les suivant, ayant l'impression d'être entrée dans un rêve surréaliste. Monsieur Dubois leur assura une intimité totale, son soulagement palpable alors qu'il fermait la porte, isolant le drame de ses autres clients de haut vol. À l'intérieur de la pièce silencieuse, les sanglots de Catherine se calmèrent lentement pour devenir des respirations saccadées. Elle s'assit dans un fauteuil moelleux, s'épongeant les yeux avec un mouchoir en soie que David lui avait fourni. Elle regarda Maya, qui se tenait maladroitement près de la porte, et son expression était d'une tristesse profonde, à fendre l'âme. Le médaillon en forme de Badiane était censé être un symbole de leur lien. Isabelle avait toujours été fascinée par la botanique et les formes uniques, presque extraterrestres, que l'on trouve dans la nature. Pour son 18e anniversaire, Catherine avait voulu lui offrir quelque chose de plus personnel qu'une simple mise à jour de son fond en fiducie. Elle avait passé des semaines à travailler avec un orfèvre florentin, perfectionnant le design, s'assurant que chacun des 8 segments de la cosse soit parfaitement rendu. À l'intérieur, gravés en lettres minuscules, se trouvaient les mots « Atastraper aspra », un hommage à la nature ambitieuse des rêveuses d'Isabelle. Un chemin difficile mène aux étoiles. Leur chemin était devenu plus que difficile. Il était devenu impossible. La dispute se rejoua dans l'esprit de Catherine avec une clarté cristalline. Isabelle, à peine âgée de 21 ans, avait annoncé qu'elle était amoureuse. Pas d'un jeune homme convenable d'une famille respectable,
mais d'un peintre, un artiste sans nom et sans le sous-nommer Léo, qui vivait dans un loft délabré à Belleville. Catherine avait été furieuse. « Tu es une Beaumont », avait-elle tonné. « Tu as un héritage à maintenir, un avenir que j'ai construit pour toi. Tu ne vas pas tout jeter en l'air pour une fantaisie de bohème. » « Ce n'est pas une fantaisie, mère. Je l'aime », avait crié Isabelle, ses yeux brillants de défi. « Vous voyez tout comme une transaction commerciale. Ma vie n'est pas une fusion que vous devez approuver. » Les mots avaient escaladé, devenant plus cruels et plus personnels. Catherine, dans sa peur et son arrogance, avait menacé de couper complètement les ponts avec Isabelle. « Si tu sors par cette porte pour être avec lui, tu n'es plus ma fille. » Elle n'aurait jamais pensé qu'Isabelle la prendrait au mot. Mais elle l'a fait. Isabelle l'avait regardée avec des yeux pleins de douleur et de trahison, avait murmuré un calme « Alors je suppose que je n'ai plus de mère » et était partie. Elle n'avait même pas pris le bracelet en diamant que Catherine lui avait offert l'année précédente. La seule chose qu'elle portait était le médaillon en forme de badillane. Catherine avait été trop fière pour la poursuivre. Elle s'attendait à ce qu'Isabelle revienne au bout d'une semaine, un mois tout au plus, une fois que la réalité d'une vie sans la fortune des Beaumont se serait installée. Mais elle n'est jamais revenue. Les semaines se sont transformées en mois. Les mois en années. Catherine avait engagé les meilleurs détectives privés du monde. Ils avaient trouvé des traces. Isabelle et Léo avaient déménagé sur la côte ouest des États-Unis, vivant sous des noms d'emprunt. Puis la piste s'était refroidie. C'était comme si elle s'était volatilisée. Maintenant, assise dans ce salon privé, Catherine regardait la jeune femme en face d'elle. Maya avait les yeux sombres et expressifs d'Isabelle et la même mâchoire déterminée. Le médaillon autour de son cou n'était pas seulement un bijou. C'était un fantôme, un lien tangible avec le plus grand échec de sa vie. « S'il vous plaît, » dit Catherine, la voix rauque. « Asseyez-vous. Parlez-moi de votre mère. Dites-moi tout. » Maya s'assit avec hésitation sur le bord d'une chaise en velours en face de Catherine. Robert se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, rayonnant d'impatience et de suspicion. David restait aux côtés de Catherine, une présence silencieuse et solidaire. « Il n'y a pas grand-chose à dire, » commença Maya, la voix douce. Ma mère, Isabelle, était tout mon monde. Nous n'avions pas grand-chose. Elle faisait des petits boulots, surtout comme couturière, et parfois elle peignait des fresques murales. Elle était incroyablement talentueuse. Un léger sourire triste effleura ses lèvres. Elle m'a dit que mon père, Léo, était un artiste brillant, mais qu'il était mort dans un accident avant ma naissance. Catherine tressaillit au nom de Léo, mais resta silencieuse, absorbant chaque mot. Nous vivions dans une petite ville en Oregon. Maya continua, son regard lointain alors qu'elle ravivait des souvenirs fanés. C'était juste nous deux. Mais elle était toujours malade. Son cœur était faible. Les médecins disaient que c'était une maladie avec laquelle elle était née, mais nous n'avons jamais eu les moyens de nous offrir un traitement approprié. Ce fut un poignard dans le cœur de Catherine, une malformation cardiaque congénitale. Sa propre mère en avait souffert. La famille Beaumont avait les meilleurs cardiologues du monde sous contrat. Pourtant, sa fille s'était battue, incapable de s'offrir les soins qui lui revenaient de droit. La culpabilité, vive et acide, brûla dans l'estomac de Catherine. « Elle est morte quand j'avais 7 ans, » dit Maya, la voix brisée. C'était très soudain. Je suis allé dans le système de famille d'accueil après ça. J'en suis sorti il y a 4 ans et je suis venu à Paris. Je pensais, je ne sais pas. Je pensais que je pourrais prendre un nouveau départ. Elle baissa les yeux sur le médaillon, ses doigts traçant sa forme familière. C'est la seule chose d'elle qui me reste. Elle m'a dit que c'était un cadeau de sa mère, ma grand-mère. Elle disait que c'était un rappel que même quand les choses sont difficiles, il faut viser les étoiles. Ad astra per aspera. La devise, c'était réel. Tout était réel. A-t-elle déjà parlé de sa famille ? Demanda Catherine, se penchant en avant, sa voix remplie d'un espoir désespéré. De moi ? Maya secoua la tête tristement. Pas vraiment. Elle disait qu'ils s'étaient disputés il y a longtemps. Elle semblait triste quand elle en parlait. Elle m'a dit une fois, ma mère est une femme puissante, Maya. Puissante et fière. La fierté peut être une forteresse, mais parfois c'est aussi une prison. Les mots étaient ceux d'Isabelle, mais ils visaient directement le cœur de Catherine. C'était un message d'outre-tombe. C'est absurde, intervint finalement Robert, sa voix dégoulinant de condescendance. Mère, ne voyez-vous pas ce que c'est ? C'est une arnaque. Une fille se présente avec une histoire larmoyante et un collier vaguement similaire, et vous vous effondrez. Elle a probablement entendu parler de la disparition d'Isabelle et a fait faire une réplique. C'est un stratagème classique de croqueuse de diamants. Robert, tais-toi, lança Catherine, son ancien feu revenant. Elle se tourna de nouveau vers Maya,
ses yeux suppliants. Votre mère, Isabelle, avait-elle une petite cicatrice en forme de croissant au-dessus du sourcil gauche, due à une chute du chêne de la propriété de campagne quand elle avait 10 ans? Les yeux de Maya s'écarquillèrent de surprise. Oui, oui, elle en avait une. Je la traçais avec mon doigt quand je n'arrivais pas à dormir. Comment saviez-vous ça? C'était la confirmation dont Catherine avait besoin. Un médaillon pouvait être copié, une histoire pouvait être inventée. Mais une petite cicatrice oubliée d'un accident d'enfance, c'était la vérité. Les larmes coulèrent de nouveau sur le visage de Catherine, mais cette fois, elle n'était pas de chagrin, mais d'une révélation déchirante et bouleversante. Cette jeune serveuse en difficulté n'était pas une étrangère. Elle n'était pas une arnaqueuse. Elle était la fille de son enfant perdu depuis longtemps. Elle était sa petite fille. « Ma chère enfant », murmura Catherine, tendant une main tremblante à travers l'espace qui les séparait. « Je suis cette femme puissante et fière. Je suis votre grand-mère. » Maya la regarda fixement, son esprit vacillant. La femme en face d'elle n'était pas juste une cliente. Elle était Catherine Beaumont. Son visage était en couverture de challenge. Elle était de sa famille. C'était impossible. Un conte de fées, une blague cruelle. Toute sa vie avait été une lutte solitaire pour la survie. L'idée qu'elle appartenait à cette dynastie de richesse et de pouvoir était trop difficile à comprendre. Elle recula, secouant la tête. Non, ce n'est pas possible. Mais si, insista Catherine, la voix rauque d'émotion. Je cherche ta mère depuis 24 ans. Et maintenant je t'ai trouvé. La joie de la découverte fut immédiatement tempérée par le poids écrasant de tout ce qui avait été perdu. Les années que Maya avait passées en famille d'accueil, les difficultés que sa mère avait endurées, la vie qu'elles auraient pu avoir. Tout s'abattit sur Catherine. Elle avait retrouvé sa petite fille, mais elle avait échoué envers sa fille de toutes les manières imaginables. Robert observait la scène se dérouler avec un sentiment d'alarme croissant. Sa mère, qu'il avait toujours considérée comme une forteresse invincible de logique et de contrôle, s'effondrait sous ses yeux à cause des affirmations d'une serveuse sans le sou. Ce n'était pas juste un moment d'égarement émotionnel. C'était une menace très réelle pour sa position, son héritage et le monde méticuleusement ordonné qu'il habitait. C'est grotesque, dit-il en s'avançant et en se plaçant entre Catherine et Maya, une barrière physique. Mère, vous n'êtes pas bien. Vous laissez le chagrin obscurcir votre jugement. Nous allons demander à notre équipe juridique d'examiner cela. En attendant, il se tourna vers Maya, son sourire public charmant remplacé par un regard froid et méprisant. Je pense que vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Nous vous dédommagerons pour votre temps. Il sortit de son portefeuille une épaisse liasse de billets de 100 € et la jeta avec mépris sur la table. Maintenant, partez s'il vous plaît. Maya recula comme si elle avait été frappée. Le geste était si insultant, si dégradant, qu'il perça sa confusion et alluma une étincelle de colère. « Je ne veux pas de votre argent, » dit-elle, sa voix basse mais ferme. « Oh, je suis sûr que vous en voulez beaucoup plus que ça, » ricana Robert. « Mais vous ne l'obtiendrez pas. »« Robert, arrête ça tout de suite, » ordonna Catherine en se levant. L'autorité dans sa voix était absolue, du genre qui faisait taire les salles de conseil. « Elle ne part pas. Elle rentre à la maison avec moi. David, organisez le transport d'une des voitures pour nous emmener immédiatement aux Pentouses et annuler tous mes rendez-vous de l'après-midi. »« Mère, vous ne pouvez pas être sérieuse, » protesta Robert, la voix montant. « Vous allez faire entrer cette personne dans notre maison sur la base d'un bibelot et d'une histoire larmoyante. Pensez au risque pour la sécurité. Pensez à la presse si cela s'ébruite. La seule chose à laquelle je pense en ce moment, Robert, ce sont les 24 années que j'ai perdues, » rétorqua Catherine, son regard d'acier. Elle se tourna vers Maya, son expression s'adoucissant. « S'il te plaît, viens avec moi. Il y a tant de choses dont nous devons parler. Tant de choses que je dois expliquer. » Maya était partagée. Son esprit était un tourbillon de choc et d'incrédulité. Une partie d'elle criait que c'était une erreur, une fantaisie dont elle devait fuir. Mais une autre partie, une partie plus profonde et plus solitaire, voyait la douleur sincère dans les yeux de Catherine. Elle voyait le fantôme de sa propre mère dans cette femme puissante et brisée. C'était son seul lien avec un passé qu'elle n'avait jamais connu, avec une famille dont elle n'avait jamais rêvé. Prenant une profonde inspiration, elle regarda au-delà du visage furieux de Robert et croisa le regard de Catherine. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je viendrai. » Le trajet jusqu'aux Pentouses des Beaumont sur l'avenue Foch fut une affaire tendue et silencieuse. Maya était assise sur le siège en cuir moelleux de la Bentley, regardant la ville qui, une heure auparavant, lui avait semblé si vaste et indifférente. Catherine était assise à côté d'elle, la regardant de temps en temps comme si elle était un artefact précieux qu'elle avait peur de voir disparaître. Robert était assis en face d'eux,
la mâchoire serrée, tapant furieusement sur son téléphone, communiquant sans doute avec l'équipe juridique de la famille Beaumont. Le Penthouse était moins un appartement qu'un palais dans le ciel. Il occupait les 3 derniers étages de l'immeuble, avec une vue panoramique sur le bois de Boulogne, des œuvres d'art de qualité muséale sur les murs et une atmosphère de calme et d'opulence. Pour Maya, qui vivait dans une chambre de bonne exiguë dans le 19e arrondissement, c'était comme débarquer sur une autre planète. Dès leur arrivée, Robert prit sa mère à part. « J'ai parlé à maître Leclerc du cabinet d'avocats », dit-il dans un murmure rauque. « Il fait une vérification de ses antécédents. Il est d'accord avec moi. C'est une escroquerie de longue date classique. Nous devons gérer cela avec délicatesse mais fermeté. Offrons-lui un arrangement significatif, avec un accord de confidentialité. Faisons-la disparaître avant qu'elle ne puisse causer de réels dommages. » Catherine regarda son fils, et pour la première fois, elle ne vit pas seulement un homme d'affaires déterminé, mais un étranger. Sa réaction immédiate n'était pas l'empathie ou la curiosité, mais la gestion des dégâts. Il ne voyait pas Maya comme une parente potentielle, mais comme un passif. « Elle n'est pas un passif, Robert. Elle est ma petite fille, » déclara Catherine, sa voix dangereusement calme. « Vous n'en savez rien, » insista-t-il. La cicatrice, le médaillon. Ce sont toutes des informations qu'une arnaqueuse intelligente aurait pu dénicher. Isabelle était une Beaumont. Sa disparition aurait été un sujet d'intérêt pour les gens qui s'en prennent aux riches. Sa logique était froide et tranchante, et elle planta une petite graine de doute empoisonné dans l'esprit de Catherine. Était-elle stupide? Son chagrin la rendait-elle vulnérable? Elle avait bâti son empire en étant pragmatique, en ne laissant jamais l'émotion dicter ses décisions. Était-ce ce qu'elle faisait maintenant? Elle regarda Maya, qui se tenait près d'une grande fenêtre, regardant la ville en contrebas, semblant petite et perdue dans la pièce caverneuse. Elle vit les chaussures usées sur le tapis perçant inestimable. Elle vit la façon nerveuse dont Maya agrippait la sangle de son sac à main bon marché. Ce n'était pas le comportement d'une arnaqueuse sophistiquée. C'était une jeune femme complètement dépassée. « Nous ferons un test ADN. » « Bien sûr, » concéda Catherine, principalement pour apaiser Robert. « Ce sera définitif. Mais dans mon cœur, Robert, dans mon cœur, je connais déjà la vérité. Le cœur est un partenaire commercial notoirement peu fiable, mère, répondit-il glacialement. Attendons les faits. » Au cours des jours suivants, le Penthouse des Beaumont devint une prison dorée pour Maya. Catherine insista pour qu'elle reste, lui achetant de nouveaux vêtements et lui offrant tout le confort imaginable. Pourtant, l'atmosphère était lourde de tension. Robert la traitait avec un mépris à peine voilé, chacune de ses questions étant un interrogatoire subtil. Le personnel de maison, fidèle à Robert en tant que PDG par intérim, la surveillait avec suspicion. David Chenu était son seul allié, la traitant avec une gentillesse tranquille qui ressemblait à une bouée de sauvetage. Il lui apportait des livres de la bibliothèque et partageait des histoires sur l'entreprise, essayant de la faire se sentir la bienvenue. Catherine, quant à elle, était tiraillée entre son désir irrésistible de se connecter avec sa petite fille et le doute que Robert avait semé. Elle et Maya parlaient pendant des heures. Catherine partageait des histoires de l'enfance d'Isabelle, de son rire, de son esprit rebelle. Maya, à son tour, partageait des souvenirs fragmentés de sa propre mère, une femme douce qui aimait peindre et fredonnait des berceuses fausses. À chaque détail partagé, le lien entre elles se renforçait, mais le scepticisme de Robert planait sur elle comme un nuage d'orage. Il était en train de monter un dossier contre elle, et Catherine savait que les résultats du test ADN seraient soit sa plus grande joie, soit son dernier chagrin écrasant. L'attente était une agonie. Pendant que le test ADN accéléré était traité dans un laboratoire privé de haute sécurité, Robert lança sa propre guerre de l'ombre contre Maya. Il présenta à Catherine un dossier compilé par les meilleurs enquêteurs de la famille. C'était un document froid et clinique qui dressait un tableau accablant. « Regardez, mère », dit-il en étalant les papiers sur le bureau en acajou poli du bureau. Maya Peterson, plusieurs familles d'accueil, quelques cas de vol à l'étalage dans sa jeunesse. Elle a des dettes, a failli être expulsée le mois dernier. Ce n'est pas le profil d'une héritière perdue depuis longtemps. C'est le profil d'une jeune femme désespérée. La main de Catherine trembla en lisant le rapport. Les détails étaient vrais, mais Robert les déformait, les dépouillant de leur contexte. Le vol à l'étalage était pour de la nourriture quand elle était adolescente dans un foyer de groupe négligent. Les dettes provenaient de prêts étudiants pour un cours universitaire qu'elle n'avait pas les moyens de terminer. C'était une histoire de survie, pas de tromperie. Cela ne prouve rien, Robert, sauf qu'elle a eu une vie difficile, une vie qu'elle n'aurait pas eue si j'avais trouvé sa mère plus tôt, dit Catherine, la voix tendue. Ou, contra Robert doucement, cela prouve qu'elle a un motif puissant. Elle apprend l'existence de l'héritière Beaumont perdue.
Ce n'est pas un secret d'État. Des articles ont été écrits à ce sujet au fil des ans. Elle trouve un orfèvre pour créer une réplique convaincante du médaillon, fait des recherches sur la vie d'Isabelle et se place dans un restaurant que vous fréquentez. Elle le sait. C'est un plan brillant et audacieux. Je dois presque l'admirer pour ça. Ces mots étaient du poison, conçus pour s'attaquer à l'esprit analytique de Catherine. Elle avait passé sa vie à identifier les risques et à les atténuer. Maya était-elle le plus grand risque auquel elle ait jamais été confrontée? À l'insu de Robert, Catherine avait chargé son propre confident de confiance, David Chenu, d'une enquête d'un autre genre. Tandis que l'équipe de Robert cherchait des informations compromettantes sur Maya, David avait pour instruction de rouvrir la recherche d'Isabelle, en utilisant les informations de Maya comme nouveau point de départ. Je ne veux pas d'une vérification des antécédents de la jeune fille, David, lui avait dit Catherine en secret. Je veux que vous trouviez sa mère. Trouvez des dossiers d'Isabelle et d'un homme nommé Léo en Oregon. Trouvez un certificat de naissance pour une enfant nommée Maya. Trouvez un certificat de décès pour ma fille. Sa voix se brisa sur les derniers mots. J'ai besoin de savoir ce qui lui est arrivé. J'ai besoin de la vérité. David travailla sans relâche, utilisant des canaux détournés et des ressources que même Robert n'avait pas. Ses premières recherches furent frustrantes. Les noms Isabelle et Léo étaient courants. Ils avaient clairement vécu en marge de la société autant que possible, mais David était persévérant. Il se concentra sur la petite ville que Maya avait mentionnée, recoupant les admissions à l'hôpital, les inscriptions scolaires et les ventes d'art local d'il y a 2 décennies. Les jours se transformèrent en une semaine. Maya se sentait comme un fantôme hantant le Penthouse opulent. Elle essayait de se faire petite, de rester à l'écart de Robert. Les conversations avec Catherine étaient son seul réconfort. Dans ces moments, elle ressentait une lueur d'appartenance, un lien avec la mère qu'elle se rappelait à peine. Elle apprit que sa mère aimait le même livre qu'elle avait un sens de l'humour féroce, que sa couleur préférée était le bleu profond d'un ciel crépusculaire. Un soir, Catherine montra à Maya un album de photos. Il y avait Isabelle bébé, puis fillette avec un sourire édenté, puis adolescente avec un eyeliner rebelle et cette étincelle de défi familière dans les yeux. Et sur chaque photo, Catherine était là, son visage plus doux, plus jeune, rempli d'un amour féroce et indéniable. Alors que Maya touchait doucement une photo de sa mère jeune femme, elle ressentit une pointe de perte profonde pour la vie qui leur avait été refusée à toutes. Elle leva les yeux vers Catherine, les yeux humides de larmes. Elle avait l'air si heureuse ici. Elle était tout pour moi, murmura Catherine. Et ma fierté me l'a enlevée. Juste à ce moment, Robert entra dans la pièce, son visage un masque de triomphe. Les résultats préliminaires du laboratoire sont arrivés, annonça-t-il en brandissant son téléphone. Il n'eut pas besoin d'en dire plus. Son expression suffisante disait tout. Il semble que l'échantillon fourni par mademoiselle Peterson ne corresponde pas familialement à vous, mère. Le monde bascula sur son axe. Catherine le dévisagea, le visage livide. Quoi? Non, ce n'est pas possible. La science ne ment pas, dit Robert, sa voix teintée d'une fausse sympathie. Je suis désolé que vous ayez eu à traverser cela, mère. Il est clair que c'est une fraude. J'ai déjà alerté la sécurité. Elle sera escortée hors des lieux. Maya sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une fraude. Ce n'était pas vrai. Elle le savait. Les histoires, la cicatrice, le médaillon. Non, cria-t-elle en regardant Catherine. Il ment. Il doit y avoir une erreur. Catherine regarda le visage triomphant de son fils, puis celui, désespéré, de Maya. Son esprit était en ébullition. Le test ADN était censé être la réponse définitive. Mais cela semblait faux. Tout dans son âme criait que c'était faux. La victoire de Robert était trop rapide, trop nette. Dehors, dit Robert à Maya, la voix froide comme la glace. Maintenant. Alors qu'un garde de sécurité apparaissait à la porte, Maya commença à paniquer. Cela ne pouvait pas arriver. Elle était en train de perdre le seul lien avec sa famille qu'elle ait jamais trouvé. Sa main se porta à son cou, son pouce frottant le design complexe du médaillon, une habitude nerveuse qu'elle avait depuis l'enfance. Elle le serra fort, ses articulations blanches, et puis elle le sentit. Un petit clic presque imperceptible. Sous la pression, l'un des 8 segments argentés de la cosse de Badiane avait bougé. Il ne s'était pas ouvert, mais il avait bougé d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Son cœur battait la chamade. Toute sa vie, elle avait pensé que c'était une pièce d'argent massive. Ce n'était pas le cas. Avec des doigts tremblants, elle tourna le petit segment. Il pivota, révélant une minuscule couture cachée. Elle y travailla, ses ongles creusant le sillon. Et puis, avec un autre léger clic, un minuscule compartiment, pas plus grand qu'un ongle, s'ouvrit.
L'atmosphère dans le grand bureau, qui pendant un instant fugace avait été remplie de la lueur chaude et fragile d'une histoire retrouvée, fut instantanément brisée. Robert entra dans la pièce, ses chaussures Oxford polies ne faisant aucun bruit sur l'épais tapis perçant, mais sa présence aspira la chaleur de l'air. Il tenait son smartphone à la main, non pas comme un simple appareil, mais comme un juge tenant un verdict. Un sourire cruel et triomphant jouait au coin de ses lèvres, un regard de justification qui serra l'estomac de Maya. « J'espère que je n'interromps pas un moment tendre », commença-t-il, sa voix dégoulinant d'une douceur condescendante. « Mais j'ai une mise à jour. Les résultats préliminaires du laboratoire sont arrivés. » Il fit une pause, laissant le poids de ses mots flotter dans l'air, prolongeant le moment pour un effet maximal. Il n'était pas seulement un messager. Il était un showman, et c'était sa grande finale. Catherine leva les yeux de l'album photo, son visage un mélange d'espoir et d'appréhension. « Et » demanda-t-elle, la voix tendue. « Mère, je sais que ce sera difficile, » dit Robert, feignant un ton sombre qui était complètement trahi par l'éclat dans ses yeux. « Et croyez-moi, je n'y prends aucun plaisir. Mais la science est sans équivoque. L'échantillon d'ADN fourni par Mademoiselle Peterson a été comparé à votre propre profil génétique complet enregistré. Il n'y a aucune correspondance familiale. La probabilité d'une relation grand-mère-petite-fille est de 0.0. Le mot frappa Maya avec la force d'un coup physique. L'air quitta ses poumons. 0. Le mot résonna dans le silence soudain de la pièce. Une fraude. Une menteuse. C'est ce que la science disait d'elle. Le pont fragile vers une famille qu'elle venait de commencer à traverser s'effondra en poussière sous ses pieds. Elle sentit le sang quitter son visage, une terreur froide rampant dans ses veines. Elle regarda Catherine, dont le visage était devenu cendré. La lueur d'espoir dans ses yeux s'était éteinte, remplacée par une tempête de confusion et de chagrin. « Non » murmura Catherine en secouant lentement la tête. « Ce n'est pas possible. Le médaillon, la cicatrice. » Sa voix s'éteignit, sa certitude s'érodant sous l'assaut froid et dur des faits de Robert. Il avait exploité son esprit analytique, et maintenant un résultat scientifique, le genre de données empiriques sur lesquelles elle avait bâti son empire, lui disait qu'elle avait tort. Un charlatan intelligent anticipe de telles choses. « Mère, » dit Robert doucement, profitant de son avantage. « Elle a fait ses devoirs, je lui accorde ça. Mais elle ne pouvait pas falsifier la biologie. Je suis désolé que vous ayez été soumise à cette manipulation émotionnelle. » Il tourna ensuite toute son attention venimeuse vers Maya. « J'ai déjà alerté la sécurité de l'immeuble. Ils sont en route. Vous serez escortés hors des lieux. Je vous suggère de partir tranquillement. Nous sommes généreux de ne pas porter plainte pour tentative de fraude. » Le monde basculait. Les murs du magnifique bureau, avec leurs livres reliés en cuir et leurs œuvres d'art inestimables, semblaient se refermer sur elle. Deux hommes costauds en costumes impeccables apparurent à l'embrasure de la porte, leurs visages impassibles. C'était la fin. On la jetait dehors, la qualifiant de criminelle. Sa seule chance de découvrir son passé s'était transformée en un cauchemar humiliant. La panique, écrasante, la saisit. Sa main vola vers son cou, ses doigts se refermant sur la forme fraîche et familière du médaillon en forme de badiane. C'était la seule chose réelle dans un monde qui venait de la déclarer fausse. C'était celui de sa mère. Elle le savait. Elle le serra fort, s'ancrant à cette unique vérité solide dans une mer de mensonges. Ses articulations étaient blanches, le métal s'enfonçant dans sa peau. Elle allait être chassée, seule à nouveau, avec rien d'autre que ce morceau d'argent terni et le fantôme d'une famille à laquelle elle avait presque cru. Et puis elle le sentit. Ce n'était pas un son, mais une sensation. Un minuscule mouvement presque imperceptible sous son pouce. Un léger clic si silencieux que c'était plus une vibration qu'un bruit. Son esprit frénétique s'arrêta net. Qu'est-ce que c'était? Pendant toutes les années où elle l'avait porté, pendant les milliers de fois où elle l'avait agrippé pour se réconforter, il n'avait jamais fait ça auparavant. Sa panique reflua, remplacée par une poussée de curiosité alimentée par l'adrénaline. Les gardes de sécurité firent un pas dans la pièce. « Maintenant » ordonna Robert. L'ignorant, Maya baissa les yeux sur le médaillon. Ses doigts tremblants explorèrent la surface. Son pouce avait appuyé sur l'un des 8 segments pointus, celui légèrement plus sombre que les autres. Elle appuya à nouveau, délibérément cette fois. Rien. Elle essaya de le tourner. Il bougea d'une fraction de millimètre au début, grinçant avec la résistance du métal vieilli. Avec une force désespérée, elle tourna plus fort. Il y eut un autre clic, plus audible, et une couture fine, invisible pendant plus de 2 décennies, apparut le long du bord du segment. Ce n'était pas solide. C'était un couvercle. Son souffle se coupa. Avec son ongle,
Elle fit levier sur la couture. Le minuscule compartiment, pas plus grand qu'un ongle et ingénieusement caché dans le design du médaillon, s'ouvrit d'un coup. Le temps sembla s'arrêter. L'ordre de Robert mourut sur ses lèvres. Catherine se pencha en avant, ses yeux fixés sur la vue impossible. Même les gardes de sécurité s'arrêtèrent, leur stoïcisme professionnel brisé par une lueur de curiosité humaine. Niché à l'intérieur de la petite cavité se trouvait un minuscule carré de papier, plié si serré et depuis si longtemps qu'il ressemblait à un fossile jaunâtre et fragile. Il semblait impossible qu'il ait survécu toutes ces années, un message secret dormant contre son cœur. Avec un soin extrême, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine les contrôler, Maya sortit le délicat papier. Elle le déplia, son cœur battant contre ses côtes. Le papier était cassant, menaçant de se désintégrer à son contact, mais l'écriture, une cursive gracieuse et élégante à l'encre bleu fané, était sans équivoque. C'était la main de sa mère. La voir, c'était comme entendre sa voix murmurer du passé. Elle lut les mots à haute voix, sa voix tremblante, chaque syllabe une détonation de canon dans la pièce silencieuse. À ma petite étoile, née en ce jour. Sa voix se brisa, mais elle se força à continuer. Si jamais tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. Trouve CB, montre-lui ceci. Dis-lui que les rossignols chantent toujours haut. Crépuscule dans la roseraie. Elle saura. Elle termina par la signature finale et aimante. Amour pour toujours, Isabelle. Robert laissa échapper un petit rire dérisoire, un son rauque qui grinça sur l'émotion brute du moment. Incroyable. Une note falsifiée pour aller avec le médaillon falsifié. Vous avez même découvert les initiales de ma mère. Votre dévouement à cette mascarade est vraiment quelque chose. Sortez-la d'ici. Mais Catherine ne l'écoutait pas. Elle ne le regardait même pas. Tout son être était concentré sur Maya, sur les mots qui venaient d'être prononcés. Les rossignols chantent toujours au crépuscule. Ce n'était pas une phrase poétique au hasard. C'était une clé pour une pièce verrouillée dans sa mémoire, une pièce dans laquelle elle n'était pas entrée depuis 24 ans. Instantanément, elle fut transportée. Elle se tenait dans la vaste roseraie de leur domaine en vallée de Chevreuse, l'air épais du parfum des roses de Damas et du chèvrefeuille en fleurs. Le soleil venait de passer sous l'horizon, peignant le ciel de nuances de violets et de roses. Une petite Isabelle de 5 ans serrait sa main, son visage rempli de la peur enfantine des ombres envahissantes. Et puis le son, le chant clair, flûté, incroyablement beau d'une grive résonnant à travers le crépuscule. « N'aie pas peur, mon amour », avait murmuré Catherine à sa fille. C'est le rossignol. Il chante juste pour toi, pour éloigner l'obscurité. C'était leur secret, leur pacte sacré contre la nuit. Un code qui signifiait « Je suis là. Je t'aime. Tu es en sécurité ». Aucun enquêteur, aucun historien, aucun arnaqueur n'aurait jamais pu savoir cela. C'était une vérité tissée dans le tissu même de son âme. Cette note était réelle. Et si la note était réelle, le test ADN était un mensonge. Comme si elles étaient invoquées par la force pure de cette révélation, les portes du bureau s'ouvrirent à nouveau. David Chenu se précipita à l'intérieur, son calme impeccable habituel disparut. Sa cravate était de travers, son visage était rouge et il tenait une tablette comme si c'était une relique sacrée. « Catherine, je l'ai trouvée », s'exclama-t-il, la voix haletante d'urgence. Il lança un regard de profond mépris à Robert avant de tourner toute son attention vers son employeur. « J'ai tout trouvé. » Il se précipita à ses côtés, faisant glisser son doigt sur l'écran de la tablette. Il a fallu une enquête numérique approfondie et une ordonnance du tribunal, mais j'ai trouvé les dossiers d'une petite clinique privée en Oregon. Isabelle Beaumont, utilisant le nom de Sanchez. Elle a donné naissance à une fille, Maya. Voici une copie du certificat de naissance. Il fit de nouveau glisser son doigt. Et voici la partie cruciale. J'ai décelé ses dossiers médicaux. Sa malformation cardiaque congénitale s'aggravait, mais elle ne consultait pas un médecin de petite ville. Elle avait des consultations à distance et recevait des ordonnances autorisées par un grand cardiologue de Boston, le docteur Alain Fournier. La tête de Catherine se redressa brusquement. Le docteur Fournier, c'est un consultant des Beaumont. Il siège à notre conseil consultatif sur la santé. Précisément, dit David, sa voix sombre alors qu'il portait le coup de grâce dévastateur. Il n'y a aucune chance qu'Isabelle ait pu s'offrir ses services. J'ai retracé les paiements. Ils étaient anonymes, acheminés par 3 comptes offshore distincts. Il a fallu que je tire toutes les ficelles possibles, mais j'ai finalement retracé le compte source. Il regarda directement Robert, ses yeux flamboyants d'accusation. Les paiements provenaient d'une société holding enregistrée aux îles Caïmans, une société holding dont vous, Robert, êtes le seul administrateur. Le silence qui suivit fut absolu, un vide sonore écrasant.
Le visage de Robert, autrefois rouge de triomphe, était devenu d'un blanc pâteux et maladif. Le masque de sophistication s'était évaporé, révélant le rat paniqué et acculé en dessous. Catherine se leva de sa chaise, ses mouvements lents, délibérés, chaque geste imprégné d'un calme terrifiant. Le chagrin et la confusion avaient été consumés, remplacés par une fureur arctique. Elle regarda son fils comme s'il était un parfait inconnu, une créature venimeuse qu'elle avait trouvée nichée dans sa maison. « Tu savais, » dit-elle, sa voix à peine un murmure. Pourtant, elle trancha la pièce comme un éclat de verre. « Tu savais où elle était. Tu m'as laissé dépenser des millions d'euros en enquêteur. Tu m'as laissé pleurer jusqu'à m'endormir chaque nuit pendant 24 ans. Pendant tout ce temps, tu savais exactement où était ta sœur. »« Mère, je peux expliquer, » balbutia Robert, sa voix se brisant. Elle était instable. Je protégeais la famille. Protéger. La voix de Catherine s'éleva, empreinte d'une rage qui couvait depuis des décennies. Tu as payé son médecin, non pas pour l'aider, mais pour la surveiller, pour t'assurer qu'elle reste à l'écart, cachée et malade. Tu l'as contrôlée. Et le test ADN. Ce laboratoire est une filiale de Beaumont Biotech, une division qui te rend directement compte. Ses yeux se plissèrent. Tu l'as falsifié. Tu as falsifié les résultats pour te débarrasser de ta propre nièce. Elle s'approcha, le poids total de la prise de conscience de sa monstrueuse trahison de plusieurs années s'abattant sur elle. Tu as laissé ta propre sœur mourir seule et dans la pauvreté, puis tu as essayé de jeter son unique enfant à la rue. Tout ça pour ça, elle fit un geste vers la pièce opulente. Pour de l'argent, pour un titre? Elle le regarda dans ses yeux terrifiés et rendit le verdict final et écrasant. Tu n'as pas seulement échoué envers cette famille, Robert. Tu l'as détruite. La confrontation qui suivit ne fut ni bruyante ni explosive. Ce fut quelque chose de bien plus glaçant. Catherine Beaumont, dépouillée de son affection maternelle, devint la PDG impitoyable qui avait bâti un empire. Ses mots étaient calmes, précis, et ils démantelèrent méthodiquement la vie de son fils. « Tu es un étranger pour moi, Robert, » dit-elle, sa voix dépourvue de toute émotion. « Tu parles d'héritage, mais tu n'as aucune compréhension de ce que ce mot signifie. Il ne s'agit pas d'argent ou de pouvoir. Il s'agit de famille, et tu as empoisonné cette famille de l'intérieur. » Robert essaya de protester, d'offrir des excuses sur la protection du nom de la famille, sur l'instabilité de sa sœur, mais les mots moururent dans sa gorge sous le regard glacial de sa mère. Il avait été si certain de son contrôle, si confiant dans sa manipulation, qu'il ne s'était jamais préparé à cela. Il avait sous-estimé l'amour de sa mère pour sa fille perdue, et il avait fatalement sous-estimé le pouvoir d'une simple phrase secrète sur les rossignols. « David, » dit Catherine sans quitter Robert des yeux, « contactez le conseil d'administration. Convoquez une réunion d'urgence pour demain matin. Robert doit être démis de ses fonctions de PDG des Industries Beaumont, avec effet immédiat. Ses actions avec droit de vote seront transférées à une fiducie. Il doit quitter cette résidence avant la fin de la journée. Tous ses comptes d'entreprise et ses accès doivent être gelés. Il est déshérité. Il recevra une allocation suffisante pour vivre confortablement, mais pas luxueusement. Il n'aura plus aucun lien avec cette entreprise ou cette famille. » Chaque phrase était un coup de marteau, démolissant les fondations de l'existence entière de Robert. Il la regarda, atterré. « Mère, vous ne pouvez pas. Je suis votre fils. J'ai donné ma vie à cette entreprise. »« Non, » le corrigea calmement Catherine. « Tu as donné ta vie à ta propre ambition, aux dépens de tous les autres. Ma fille est morte dans la pauvreté et la peur pendant que tu jouais au roi. Ma petite fille a grandi orpheline pendant que tu vivais dans le luxe. Tu n'es pas mon fils. Tu es simplement ma plus grande déception. » Elle lui tourna le dos, un renvoi final et complet. Elle se dirigea vers Maya, qui avait observé tout l'échange dans un silence stupéfait. Elle prit doucement la petite note fanée de la main de Maya et la tint comme si c'était le diamant le plus précieux sur terre. Puis elle ouvrit les bras. « Je suis tellement désolée, » pleura Catherine en serrant Maya dans ses bras. « Pour tout, pour ma fierté, pour mon absence, pour la vie que tu aurais dû avoir. Je ne pourrai jamais te rendre ta mère. Mais je passerai le reste de mes jours à me racheter auprès de toi. » Maya, qui avait passé toute sa vie à se sentir seule, se laissa enfin tomber dans les bras de sa grand-mère. Elle pleura pour la mère qui lui manquait, pour le père qu'elle n'avait jamais connu, pour les années de difficulté et de solitude. Mais pour la première fois, elle pleurait dans les bras de sa famille. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Robert Beaumont disparut de la scène publique, son congé sabbatique soudain alimentant des spéculations effrénées dans le monde financier. Catherine, quant à elle, agit avec une rapidité étonnante. Elle adopta légalement Maya, la reconnaissant officiellement comme sa petite-fille et héritière. Elle créa la Fondation Isabelle Beaumont,
une immense organisation caritative dédiée à fournir des soins médicaux de classe mondiale aux enfants atteints de malformations cardiaques congénitales, s'assurant que personne ne souffrirait comme sa fille. Mais plus important encore, elles commencèrent à guérir. Elles visitèrent le domaine de campagne, et Catherine montra à Maya la roseraie, décrivant l'endroit exact où elle et Isabelle s'asseyaient pour écouter les rossignols. Elles fouillèrent dans de vieilles boîtes d'affaires d'Isabelle, ses dessins d'adolescente, sa poésie angoissée, sa collection de fleurs séchées. Pour Maya, c'était comme rencontrer la mère qu'elle n'avait connue que comme un souvenir fragmenté. Pour Catherine, c'était une façon de dire enfin au revoir. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elles étaient assises sur un banc surplombant le jardin du Luxembourg, Maya se tourna vers Catherine. « J'étais tellement en colère avant, confessa-t-elle, contre ma mère de m'avoir laissé, contre le monde d'être si injuste. Mais je ne suis plus en colère. » Catherine lui prit la main. « Ta mère était une battante. Elle a survécu aussi longtemps qu'elle a pu pour toi. Elle t'a laissé cette note parce qu'elle n'a jamais perdu espoir que tu retrouverais ton chemin vers nous. » Maya regarda le médaillon en forme de badillane, qu'elle portait maintenant poli et brillant contre sa peau. Ce n'était plus seulement un souvenir de perte. C'était un symbole d'un lien indestructible, un secret transmis de mère en fille, une clé qui avait ouvert une prison de fierté et un labyrinthe de mensonges. Elle l'avait ramenée à la maison. Le chemin avait été rude, mais elle avait finalement atteint les étoiles. Et ainsi, une rencontre fortuite autour d'un simple collier dans un restaurant parisien n'a pas seulement changé de vie. Elle a déterré une génération de secrets et de mensonges. C'est un puissant rappel que la famille ne se résume pas seulement au sang que nous partageons, mais aux vérités que nous avons le courage d'affronter. L'histoire de Maya et Catherine nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour la rédemption et que l'amour, même après des décennies de silence, peut trouver un moyen de se faire entendre. Leur parcours fut d'une immense douleur. Mais il s'est terminé par la guérison, prouvant que les héritages les plus précieux ne sont pas les actions ou les pantouses, mais les souvenirs, le pardon et une seconde chance. Si cette histoire d'une famille perdue et retrouvée a résonné en vous, merci de laisser un pouce bleu pour montrer votre soutien. Partagez-la avec un ami qui apprécie les histoires avec un vrai cœur et des rebondissements surprenants. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre drame de la vie réelle qui captivera votre imagination et touchera votre âme. Merci de votre écoute.